Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise 10e édition. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet essentiel pour les créateurs d'entreprises, la protection sociale du dirigeant. Devenir dirigeant va avoir un impact sur votre protection sociale. Comment bénéficier de prestations sociales efficaces et adaptées à ce nouveau statut? Eh bien, nous allons découvrir tout cela ensemble grâce à l'intervention de Madame Karine Mansuy, de Acoris Mutuel, qui est avec nous et que je remercie vivement. Nous vous invitons à poser vos questions tout au long de l'intervention de Karine Mansuy via le chat qui est à votre disposition. Il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation. Et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur YouTube, notamment le YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et le YouTube de la Chambre des métiers. Je vais donc maintenant laisser la parole à Madame Karine Mansuy. Eh bien, écoutez, Karine, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je tiens déjà à remercier la Chambre de commerce et la Chambre de métier pour nous laisser la place à ces interventions qui nous permettent effectivement de vous apporter notre regard expert. Donc, Acoris Mutuel est un groupe de protection sociale qui effectivement informe les dirigeants d'entreprise sur la mise en place de leur protection sociale. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est maîtriser la protection sociale du dirigeant, et mercredi, j'animerai un autre atelier qui sera donc le matin sur un focus uniquement sur la prévoyance, la perte de revenus subie. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, maîtriser la protection sociale, eh bien oui, c'est un sujet important puisque devenir dirigeant a forcément un impact sur la protection sociale que vous aviez souvent l'habitude d'avoir en tant que salarié. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quel est cet impact, comment vous pouvez bénéficier de prestations sociales efficaces et adaptées à votre nouveau statut et quel que soit le choix de votre statut. Et puis, quel va être le coût que représente cette protection sociale nouvelle pour votre entreprise. Alors, tout au départ, il faut se poser la question de quelle protection sociale me sera associée en fonction du choix de statut juridique que je vais faire. Comme vous le voyez dans ce tableau, et juste au-dessus du tableau, vous avez donc deux critères essentiels qui vont déterminer dans quelle protection sociale vous allez être. Le premier critère, ça va être le choix du statut juridique de l'entreprise. Donc là, ça peut être très, très simple et on va être automatiquement dans une catégorie de protection sociale ou dans l'autre. Vous voyez qu'il n'y a que deux colonnes dans le tableau, donc l'une ou l'autre des catégories de protection sociale. Si par exemple, je choisis la forme de la micro-entreprise, je suis donc une entreprise individuelle et donc là, je vais avoir la protection sociale dite d'un travailleur non salarié. Ça, c'est assez simple. Par contre, si vous regardez et que vous voyez la SARL, en fonction de ma position, gérant, pas gérant, et du nombre de parts que je vais aussi avoir dans l'entreprise, eh bien, je peux me retrouver dans une protection sociale dite de travailleur non salarié ou dans une protection sociale dite d'assimilé salarié. On ne parle pas tout à fait de la même protection sociale que les salariés. Pourquoi? Déjà parce que en tant que dirigeant, vous n'avez pas le lien de subordination avec un employeur, donc ça change quand même beaucoup de choses puisque, par exemple, le code du travail qui va s'appliquer à des salariés ne s'applique pas de la même manière à un dirigeant puisqu'il n'est pas sous un lien de subordination, donc il ne s'applique pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que, effectivement, comme vous êtes un dirigeant, pour le chômage, vous n'avez pas non plus les mêmes droits, ça ne marche pas tout à fait de la même manière que si vous étiez salarié. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de salarié, mais d'assimilé salarié. Pour autant, il va y avoir dans cet aspect-là, assimilé salarié, de vraies ressemblances avec les garanties que vous aviez quand vous étiez salarié. Donc, la première chose, c'est le choix du statut juridique. Et la deuxième chose, donc, c'est effectivement la position que vous avez dans l'entreprise, vous, en tant que dirigeant. Et comme vous pouvez, pour retenir, voir, il y a deux catégories, travailleurs non salariés ou assimilés salariés. Et dans la catégorie travailleurs non salariés, on focus un petit peu sur le micro-entrepreneur qui a une protection sociale particulière, même s'il dépend de cette grande famille des travailleurs non salariés. Alors, pour déjà commencer le sujet, il faut savoir qui sont vos interlocuteurs demain. Pour les cotisations sociales, c'est très simple, puisque là, vous avez l'URSSAF comme centralisateur de l'ensemble des cotisations sociales. C'était déjà lui qui s'occupait des cotisations sociales des salariés, et c'est demain toujours lui qui va s'occuper des cotisations sociales d'un travailleur indépendant ou d'un assimilé salarié. Donc, c'est le collecteur principal. Mais par contre, ce n'est pas lui
qui gère les prestations sociales. Il ne fait que collecter les cotisations sociales et donc il va doter et déléguer la gestion des prestations sociales. On retrouve 3 grandes familles dans ces prestations sociales. La première grande famille, c'est les remboursements médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation, etc. Quel que soit le choix de votre statut juridique, vous restez assuré auprès de l'assurance maladie. Votre compte sur amélie.fr, si vous l'avez déjà ouvert, donc va continuer de s'occuper d'être votre compte, en fait, tout simplement. Et donc, vous restez en fait affilié à la CPAM pour la gestion de votre dossier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences entre travailleurs non salariés et assimilés salariés, mais pour autant, c'est le même interlocuteur qui continue de s'occuper de vous pour la gestion de vos prestations. Donc, vous restez à la même CPAM que celle que vous aviez quand vous étiez salarié. Autre grande famille, les allocations familiales. Alors là, il y a 0 différence, que je sois travailleur non salarié ou assimilé salarié et donc salarié, comme vous l'étiez avant. Les allocations familiales sont identiques et sont versées par la caisse d'allocation familiale, donc 0 changement pour vous. C'est les revenus qui déterminent le nombre d'allocations familiales auxquelles on a le droit, mais ce n'est pas le statut juridique qui les fera, qui feront qu'elles seront différentes. Troisième grande famille, c'est les cotisations de retraite et donc les prestations de retraite. Donc là, on va retrouver 2 choses qui fonctionnent déjà chez les salariés, de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Ces 2 points-là sont des retraites dites obligatoires. La retraite de base, que je sois un travailleur indépendant ou que je sois un salarié et donc aussi un assimilé salarié, c'est exactement la même. C'est ce qu'on appelle la retraite en trimestre. Donc, quel que soit le choix de statut juridique, c'est la même. Et ça veut dire aussi que, en fait, si vous passez de salarié à travailleur non salarié, vous la poursuivez. Et si vous êtes micro-entrepreneur en polyactivité, c'est-à-dire que vous êtes à la fois salarié et à la fois travailleur indépendant, eh bien, vous allez compléter la même caisse de retraite complémentaire. Attention, cependant, on ne peut pas aller au-delà de 4 trimestres par an validés, même si j'apporte plus de revenus dans cette même caisse de retraite de base. Et puis après, il y a le système des retraites dites complémentaires obligatoires. Là, par contre, chaque caisse a son propre système. Donc, si je suis salarié, ce n'est pas la même chose que si je suis travailleur indépendant. Et donc, ce n'est pas la même chose si je suis assimilé salarié. Donc, chacune a ses caisses. C'est des retraites dites par points. Donc, qui valident des points. Et donc, chez les salariés, c'est les points ARCO ou les points AGIR que quand ils ont été cadres. Chez un travailleur indépendant, c'est aussi de la retraite par points obligatoire, mais elle est différente. Donc, ça sous-entend que si je quitte la situation d'assimilé salarié ou de salarié et que je crée en travailleur indépendant, par exemple en micro-entreprise, eh bien, je vais cesser mes cotisations ARCO salariés qui vont attendre ma liquidation de retraite pour être versée en pension. Et je vais par contre réinvestir dans une nouvelle retraite complémentaire par points auprès de la retraite des travailleurs indépendants. Donc, ça veut dire qu'à la fin, in fine, je vais percevoir 3 pensions. Une pension cumulée de ma retraite de base, une pension de retraite complémentaire salariée si j'ai déjà été salarié, au moins de l'ARCO, et puis une retraite complémentaire de travailleur indépendant si j'ai choisi donc un statut juridique qui me fait dépendre du travailleur indépendant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, vous ne changez pas beaucoup ou pas d'interlocuteur pour la gestion, puisque vous gardez la CPAM pour vos remboursements, la CAF pour vos prestations familiales, et c'est la CARSAT qui va gérer l'ensemble de la retraite aussi. Donc, vous ne changez pas de prestataire pour la retraite de base. La carte vitale, donc comme je vous ai dit, vous restez à la CPAM, vous conservez donc bien votre carte vitale. Cependant, il faut penser à la mettre à jour. Mais ce n'est pas uniquement le cas en création d'entreprise, c'est que cette carte vitale doit toujours être tenue à jour à tout changement de situation. Ça peut être un changement d'adresse que vous avez signalé à la CPAM, comme ça peut être le départ d'un enfant ou inversement l'ajout d'un enfant sur votre carte vitale. Ça sous-entend changement. Et donc, la carte vitale n'étant ni en Bluetooth ni en Wi-Fi, eh bien, si on ne la met pas à jour, à un moment donné, bah oui, elle ne peut pas se mettre à jour toute seule. Et donc, la caisse primaire va annuler cette carte si elle n'est pas tenue à jour au bout d'un certain temps pour que vous refassiez une carte à jour. Donc, c'est toujours très important pour la conserver et pas avoir à refaire une demande de carte vitale, de penser à mettre à jour votre carte vitale, mais donc vous pourrez la conserver. Il faudra juste faire la mise à jour au moment de la création de l'entreprise. Les remboursements. Alors, c'est très particulier en Moselle puisque les salariés ont un régime spécifique qui est le régime local Alsace-Moselle que la plupart d'entre vous connaissent bien.
Ce régime, il faut déjà savoir qu'il ne s'applique qu'aux salariés du privé. Quelqu'un qui est fonctionnaire d'État, par exemple, et qui pourtant réside en Moselle, il n'a pas le régime local Alsace-Moselle. Un étudiant non plus, un agriculteur non plus, qui n'est pas salarié, hein, qui est exploitant. Et donc un travailleur indépendant non plus. C'est vraiment le régime local Alsace-Moselle, un régime qui est uniquement pour les salariés du privé. Ça veut dire que si vous optez pour une création, par exemple, en SAS, SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle ou pas, là, vous pourrez retrouver des cotisations qui vous permettent de continuer d'être au régime local. Mais attention, ce n'est pas gratuit. Le régime local coûte en charge sociale 50% à la charge du salarié. Donc, c'est un coût, c'est un petit peu comme si on optait pour une complémentaire, finalement, qui me permet de ne pas être à 70% comme le régime général, mais à 90%. Pour autant, ça me contraindra quand même à prendre de toute façon une complémentaire, ce qu'on n'est toujours pas suffisamment remboursé avec le régime local Alsace-Moselle. Mais donc, en passant dans un régime de travailleurs indépendants, là, pour le coup, on a quand même une baisse qui est importante des prestations et ça veut dire que le contrat de mutuelle que vous avez, sans doute ne sera plus adapté et il faudra le réviser avec votre assureur ou en profiter pour refaire le point et regarder un petit peu ce que peut vous proposer la concurrence sur le sujet de la complémentaire. Ça peut être différents sujets d'ailleurs à ce moment-là, puisque effectivement, il y a des dispositions fiscales qui permettent des fois d'optimiser le contrat en permettant de défiscaliser le coût de la cotisation. Mais tout ça, on le sait que quand on fait le point avec vous individuellement et qu'on regarde ce qui est le plus intéressant pour vous. Autre sujet très important après la maladie, c'est l'arrêt de travail. Alors c'est pareil, quand on est salarié, c'est un sujet dont on se préoccupe peu parce que chez les salariés, il y a de grosses couvertures. En Alsace-Moselle, encore plus puisqu'il y a une obligation de l'employeur de maintenir le revenu à 100%. Donc, on ne sait plus trop finalement ce que verse la sécurité sociale et ce que verse mon entreprise. Mais in fine, que je sois travailleur indépendant, que je sois assimilé salarié, si je prends que les régimes de base, le niveau de couverture est à peu près similaire. Cependant, la première question à se poser, c'est quel sera le revenu pris en compte pour le calcul d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail? Et là, on a plusieurs sujets. Le premier sujet du travailleur non salarié. S'il a opté pour une entreprise individuelle, ce qui va servir de référence de revenu, c'est le bénéfice net. Donc, c'est ce qu'on appelle le régime du réel d'ailleurs, où on va calculer le bénéfice réel après déduction des charges réelles. Donc, on part du chiffre d'affaires, on déduit toutes les charges réellement et on arrive au bénéfice. Ce bénéfice, donc, c'est celui-là qui sert de revenu pour le dirigeant. Il ne peut pas dire, s'il est en entreprise individuelle classique, de ce bénéfice, je prends que la moitié en revenu. Non, il est obligé de s'attribuer l'ensemble du bénéfice comme revenu. Donc, c'est ça qui va servir de base pour le calcul des impôts, mais aussi pour le calcul du coût des cotisations sociales et des prestations sociales, donc en cas d'arrêt de travail, du revenu à prendre en compte. S'il est gérant majoritaire de SARL, donc il est aussi dans le régime des travailleurs non salariés, là, il va s'octroyer une rémunération de gérant. Donc d'un côté, il y aura le bénéfice de l'entreprise soumis à l'impôt de société, et de l'autre côté, il y aura le revenu qu'il prend pour son revenu habituel. Et donc, c'est cette rémunération de gérant qui va servir de base au calcul des cotisations sociales, mais également au calcul des prestations sociales, donc en cas d'arrêt de travail. Le troisième cas de cette catégorie, c'est le micro-entrepreneur. Donc, un micro-entrepreneur, il ne déclare aucun réel, donc aucun bénéfice réel. Alors, pour lui, c'est mieux qu'il le connaisse parce que c'est la réalité de son activité. Mais pour toutes les caisses, il n'aura jamais besoin de dire, voilà, mes charges réelles sont de temps et donc mon bénéfice réel est de temps. Ça, les caisses ne lui demanderont pas. Mais pour autant, elles ne vont pas considérer que son chiffre d'affaires, c'est égal à un revenu. Elles vont donc calculer forfaitairement, et c'est les impôts qui ont un barème qui du coup est utilisé par tous, ils vont calculer des charges forfaitairement. Et vous voyez qu'il n'y a que 3 niveaux de charges. Donc, soit je fais de l'achat et de la revente de l'hôtellerie et de la restauration. Et là, les impôts vont considérer que mon revenu est équivalent à 29% de mon chiffre d'affaires. Soit je suis sur de la prestation de service. Et dans ce cas-là, les impôts vont considérer que mon revenu est égal à 50% de mon chiffre d'affaires. Le reste, ils considèrent que c'est des charges. Et soit je suis une profession libérale, par exemple une profession libérale non réglementée, un sophrologue, un coach, voilà. Et là, mon revenu va être égal à 66% de mon chiffre d'affaires. Donc, les impôts considèrent que mes charges sont de 34%.
Et c'est ça qui va servir de référence pour le calcul des indemnités journalières, par exemple, en cas d'arrêt de travail. Et puis, il reste l'assimilé salarié. Donc, l'assimilé salarié, pour percevoir des indemnités et cotiser, il faut qu'il s'édite une fiche de paye avec un salaire brut en haut et un salaire net en bas. Il va donc, entre ce salaire brut et ce salaire net, payer toutes ses cotisations sociales. Et c'est sur ce salaire brut que ça sera calculé ses prestations sociales. Alors, ça me donne quoi en termes d'indemnisation? Donc, ce tableau vous permet de comparer les 3 situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, soit travailleur non salarié mais au régime du réel, soit en micro-entreprise au milieu du tableau, soit par exemple un président de SAS et de SASU si vous êtes dans cette catégorie-là. En tout cas, c'est les 3 grandes formes que vous allez retrouver au niveau des prestations. Vous voyez une condition pour les 3 régimes en haut, c'est être affilié depuis au moins 1 an dans le régime pour le régime TNS et le régime micro, et puis avoir au moins 150 heures minimum. Alors ça, c'est un des critères, mais il y en a un petit peu plus, mais c'est le plus courant, au niveau de la sécurité sociale. Eh bien oui, contrairement à la sécurité sociale qui rembourse le médecin, le pharmacien, donc des prestations dites en nature, les prestations en espèces qui remplacent de revenus sont liées à un certain temps de cotisation. Donc, on ne les a pas automatiquement. Un jeune qui démarre son activité professionnelle pour la première fois, s'il tombe malade 2 jours après son premier emploi chez salarié, il n'a pas droit aux indemnités journalières. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour le régime local Alsace-Moselle, puisqu'il y a une obligation de maintien du salaire par l'employeur à 100%, mais la Sécu, sa règle, c'est celle-ci. Donc, la sécurité sociale, elle ne débloquera pas d'indemnité journalière pour ce collaborateur-là. Si on prend le délai de carence, donc la 3e ligne du tableau, donc vous voyez que je sois travailleur indépendant ou que je sois salarié assimilé salarié, ma carence est de 3 jours. Donc les 3 premiers jours ne sont pas indemnisés par les caisses de sécurité sociale. La durée, quel que soit le choix de mon statut juridique, j'ai le droit à 360 indemnités journalières par période de 3 ans. Bien sûr, si j'ai une affection de longue durée, là par contre, cette contrainte, elle tombe. Mais on va dire, je me casse un bras, j'ai un rhume, j'ai une angine, j'ai une gastro, je ne sais quoi. Tous ces petits bobos-là, compilés, font que nous avons tous droit à 360 jours indemnisés par période de 3 ans. Donc, vous voyez que là aussi, il peut y avoir des ruptures, sans doute que vous l'apprenez aujourd'hui. Le calcul. Alors, le revenu, on a vu quelle est la base de revenus à prendre en compte, mais après, quel pourcentage de revenus est indemnisé par la sécurité sociale? Et là, vous voyez marqué, quelles que soient les catégories, eh bien, que au mieux, la sécurité sociale ne s'engage que sur 50% du revenu. Ça veut dire qu'à chaque fois, il manque 50% du revenu. Ces 50%-là de revenus, quand vous étiez salarié, il y avait le droit local, donc maintien du salaire par l'employeur à 100%. Et puis derrière, il y avait des contrats de prévoyance qui étaient mis en place dans les entreprises et pour lesquels vous étiez obligé d'être couvert et assuré. Donc, vous vous aperceviez même pas, en fait, qui paye entre la Sécu et l'employeur, puisque souvent, il y avait une subrogation, que l'employeur versait la totalité de votre salaire et lui se faisait rembourser par la sécurité sociale de vos indemnités journalières et par le contrat de prévoyance chez un assureur pour le complément par rapport aux 50% de la Sécu. Et vous aviez votre revenu complet. Donc, du coup, vous ne savez même pas forcément qui faisait quoi. Et bien là, vous découvrez qu'effectivement, sans prendre de contrat de prévoyance, au mieux, après 3 jours de carence, vous ne pouvez percevoir que 50% de votre revenu. Et en plus, c'est limité. Donc, chez les salariés, c'est maximum 46 € par jour. 50% du revenu, maxi 46 €, quelle que soit ma position, même un cadre. Dans les 2 autres cas, il y a aussi un montant maxi qui est un peu plus fort, 56,35 €, et il y a aussi un montant minimum. Comment ça marche? Dans le régime du réel, étant donné que j'ai des cotisations sociales minimales à payer, même si je prends 0 € de rémunération de gérant, j'ai le droit en arrêt de travail, même sans me rémunérer, à 22,54 €. C'est forfaitaire. C'est l'indemnité journalière minimale du régime du réel. Dans le régime micro-entrepreneur, vous savez tous que si je fais 0 € de chiffre d'affaires, eh bien, je ne verse aucune cotisation sociale. Mais la conséquence, c'est qu'en cas d'arrêt maladie, je n'aurai également aucune indemnité journalière. Pour percevoir des indemnités journalières, il faut que mon revenu, pas mon chiffre d'affaires, donc vous vous souvenez la diapo d'avant, comment je calcule mon revenu, soit supérieur, un revenu moyen qui soit supérieur à 4 046,40 €. En dessous, il n'y a pas d'indemnisation.
inférieur à 4 046,40 € revenus annuels, il n'y a pas du tout d'indemnisation. Et quand on calcule, donc dès qu'on a 4 046,40 €, on perçoit 50% par la Sécu, et bien ça donne une indemnité journalière comprise entre 5,54 € par jour et jusqu'à maxi 56,35 € par jour. Donc voilà comment ça marche, et vous savez pourquoi maintenant c'est hautement important de vous préoccuper de tout ce qui n'est pas indemnisé par la sécurité sociale, les 50% de revenus manquants, les périodes qui peuvent ne pas être indemnisées par la sécurité sociale parce qu'on a atteint le quota des 360 jours d'indemnisation, des carences, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles eh bien, il faut que vous preniez en main pour aller faire établir des devis, parce que avant, il y avait un employeur qui s'était occupé de mettre en place votre protection sociale complémentaire, mais demain, l'employeur, ça devient vous. Et donc, ça devient votre charge de vous préoccuper de votre maintien de salaire en cas d'arrêt de travail. Alors, comment ça peut marcher? Donc, pour vous remontrer un petit peu les choses. Juste le temps que la slide arrive. Voilà. Alors, oui, pardon, excusez-moi, comme je ne vois pas toujours les slides en avance, excusez-moi. Il y a la deuxième période qui est après l'arrêt de travail, je peux me retrouver également en invalidité. Donc, on passe de la période incapacité de travail, versement d'une indemnité journalière, à une rente en cas d'invalidité, donc versée également donc, par les régimes de base. Vous vous rendez compte, si vous lisez le tableau en même temps que moi, que même si je me retrouve en incapacité totale d'exercice, à nouveau comme tout à l'heure en cas d'incapacité de travail, en invalidité, au mieux, je vais percevoir que 50% de mon revenu, et là aussi c'est plafonné, au mieux à 20 568 €. C'est pour ça que les contrats de prévoyance complémentaires que vous allez faire en devis, en fait, vont couvrir la période d'incapacité de travail et doivent forcément inclure une période de couverture d'invalidité qui vous permet donc de maintenir un revenu à 100% du revenu jusqu'à l'âge de liquidation de la pension vieillesse. En cas de décès, les régimes de base prévoient aussi des garanties. On l'oublie souvent, on ne sait pas toujours que ça existe, donc on ne fait même pas appel à la sécurité sociale pour cela. Mais il y a effectivement des garanties qui peuvent être versées en cas de décès. Vous voyez que chez le travailleur non salarié, elles sont même plutôt hautes par rapport à l'assimilé salarié, où elles sont plus basses, puisque ça correspond à 3 472 €, quand chez le travailleur indépendant, il y a 8 227 € de versement pour les garanties obsèques. Mais au moins, il y a des garanties qui sont là. Alors, en maternité, paternité, on est à nouveau sur des prestations dites en espèces. Donc, déjà pour la maternité, sachez que quel que soit le régime dans lequel je suis, j'ai le droit à mon carnet de maternité et mes visites obligatoires prénatales, postnatales. Donc ça, il n'y a pas de sujet, tout le monde a son carnet de maternité. Mais derrière, même si je suis une femme chef d'entreprise ou que je suis à mon compte, je vais m'arrêter effectivement pour pouvoir ne serait-ce que mettre au monde mon enfant. Et tant qu'à faire, récupérer un petit peu, m'en occuper un petit peu à la naissance, donc prendre un congé de maternité ou, si je suis papa, prendre un congé de paternité. Les droits ont été vraiment rassemblés. Donc, si vous regardez tout de suite la ligne durée du congé de maternité, vous voyez que dans les deux cas, on est maintenant sur quelque chose de très similaire à 112 jours. Donc, ça ressemble vraiment que je sois en salarié ou en travailleur indépendant, j'ai les mêmes durées qui se mettent en place. Le congé de paternité, il est calculé aussi de la même manière que je sois en régime réel ou que je sois en régime salarié. Donc, on a le droit à 25 jours aussi qui sont calculés dans les deux cas. La seule différence entre le travailleur indépendant et le travailleur salarié, c'est l'allocation de repos maternel. C'est le travailleur indépendant, la femme chef d'entreprise, a le droit à une allocation maternelle, c'est la dernière ligne que vous voyez en bas, qui n'existe pas du tout dans le régime de la SAS et SASU, donc en tant qu'assimilé salarié ou chez les salariés. Alors, comme vous lisez le tableau en même temps que moi, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin sur la maternité parce qu'en création d'entreprise, c'est moins un sujet, mais on pourra reprendre contact, bien sûr, pour aller plus loin sur tous ces sujets. Mais vous voyez aussi qu'il faut justifier de temps d'affiliation puisqu'on est sur des prestations en espèces et qu'il y a des montants maxi et des montants mini d'indemnisation. On passe à la slide suivante. Donc, cette slide-là vous permet de résumer un petit peu tous les régimes entre le régime des indépendants et le régime des salariés en ligne à ligne. Donc, si on reprend le poste maladie, si je deviens travailleur indépendant, plus de possibilité d'être au régime local Alsace-Moselle et d'y cotiser, donc
mes garanties seront plutôt de l'ordre de 70% pour mes remboursements au lieu de 90%. En maternité, on voit qu'on a la même durée de congé de maternité, que par contre, j'ai une allocation de repos maternel quand je suis au régime des indépendants, ce que je n'ai pas quand je suis assimilée salariée. Mon indemnité journalière chez les travailleurs non salariés, elle est forfaitaire, alors que chez les assimilés salariés, elle est proportionnelle au revenu. Et ça me permet d'ailleurs de vous parler aussi d'un autre sujet chez les assimilés salariés. Je ne m'édite pas de fiche de paye. Je ne perçois aucune indemnité journalière en maternité, ni en cas d'arrêt maladie, ni en cas d'invalidité, puisque je ne me verse pas de fiche de paye. Je ne cotise plus pour ma retraite de base, je ne cotise pas pour ma retraite complémentaire, puisque je ne me fais pas de fiche de paye en assimilé salarié. Donc ça, c'est toujours ce qui est très dangereux en assimilé salarié, c'est que si je ne me rémunère pas, ben, je perds mes droits sociaux habituels, arrêt de travail, etc. Le seul que je maintiendrai toujours, c'est les remboursements, médicaments, pharmacie, donc la sécu de base. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ce qui ne peut pas arriver au régime du réel chez un travailleur non salarié, un gérant majoritaire de SARL, une entreprise individuelle classique hors micro, puisqu'il aura toujours des cotisations sociales minimales à verser, ce qui lui donne toujours des droits sociaux au minimum. Donc pour reprendre le schéma, je suis un SARL unipersonnel, gérante majoritaire, je ne me rémunère pas, pour autant, je percevrai en cas d'arrêt de travail mon indemnité journalière minimale, donc de plus de 22 € par jour. La validité, donc vous voyez que je sois au régime des indépendants ou en assimilé salarié, c'est la même, donc pas de différence dans le choix de statut juridique. Le décès est plus fort donc en travailleur non salarié plutôt qu'en travailleur salarié. Voilà, ça vous permet souvent un peu d'être éclairé parce qu'on pense souvent que parce qu'on va passer au régime des indépendants, on va être moins bien couvert. Et en fait, quand vous voyez ce slide, vous vous rendez compte finalement qu'il y a quelques différences, mais pas tant que ça. Et puis finalement, ça se ressemble beaucoup maintenant les régimes sociaux. Et dans les deux cas, on n'est toujours pas à 100% ni en maladie, ni pour l'arrêt de travail, donc il faudra compléter. On parle un petit peu des cotisations sociales. Donc sur les cotisations sociales, chez le régime des travailleurs indépendants, il y en aura toujours. Il y a toujours des cotisations sociales minimales. La bonne nouvelle, c'est que la première année, souvent avec l'ACRE, vous allez avoir une baisse importante de vos cotisations sociales avec un taux qui va être seulement de 16,7% d'un revenu minimum forfaitaire pour calculer un départ de cotisation sur lequel sont indexées d'ailleurs les prestations, ce qui va représenter à peu près 1 200 € pour 12 mois la première année. Et après, on est plutôt sur quelque chose qui est 45% du revenu net de charge, donc toute charge déduite. Si je repasse du côté, dernière colonne du tableau, chez les assimilés salariés, on va cotiser sur le salaire brut, donc là on ne déduit aucune charge, et là on est à plus de 60% de charge puisqu'on va devoir cumuler charges salariales, plus de 20%, et les charges patronales. Un patron, il cotise d'habitude, donc charges patronales, plus de 40%, donc A plus B, ça fait plus de 60% de charges sociales sur le salaire brut, quand dans ma première catégorie travailleurs non salariés, je suis à 45% du revenu net de charge. Et puis, il nous reste le micro-entrepreneur au milieu qui, lui, cotise sur la base directement de son chiffre d'affaires déclaré, tous les mois ou tous les trimestres. Il peut aussi, sous condition, être bénéficiaire de l'ACRE et avoir une baisse des taux de 50% la première année. Et puis, bon, vous voyez les taux qui s'affichent, mais ça, en général, les micro-entrepreneurs, vous avez vite trouvé l'info sur Internet. Vous n'avez pas trop besoin de moi pour vous l'expliquer. Alors, me protéger mieux, comment je fais? Donc, je veux bien qu'on avance un petit peu sur les slides, voilà. Il va se poser plein de questions. Sur la mutuelle, il peut y en avoir déjà de multiples. Être éligible à la complémentaire santé solidaire, donc c'est peut-être un terme que vous découvrez, mais quel que soit le choix de votre statut juridique, vous pouvez être éligible à cette complémentaire santé solidaire. Vous avez peut-être entendu parler du 100% santé qui nous permet des fois de vous alléger un peu les choix d'options de garantie pour qu'au démarrage, vous dépensiez pas trop de sous dans la partie mutuelle, puisqu'il y aura à souscrire également le contrat de prévoyance, voire tous les contrats d'assurance, la responsabilité civile professionnelle, etc. Donc, on peut peut-être baisser un petit peu le niveau des prestations en santé parce qu'il existe ces conditions de 100% santé pour certains soins, comme le dentaire ou l'optique. Vous avez peut-être accès aussi à la portabilité de votre ancienne mutuelle, donc qui va vous permettre de continuer la mutuelle d'entreprise dans laquelle vous étiez inscrit obligatoirement jusqu'à 12 mois maximum. Et donc, vous faites l'économie d'une mutuelle et puis on fait un devis qu'au bout des 12 mois.
Vous pouvez aussi avoir déjà une complémentaire santé individuelle et vouloir la conserver. Donc là, on va regarder si fiscalement c'est intéressant ou pas en fonction du choix de statut juridique que vous aurez souscrit. Ça peut du coup pas forcément être la bonne idée. Vous pouvez aussi peut-être être couvert par le contrat de votre conjoint. Donc pareil, c'est une bonne ou une mauvaise idée, tout dépend comment est construit, comment sont construites les cotisations. Et donc si l'ensemble de la cotisation est bien défiscalisable ou pas. Et puis après aussi, tout dépend de votre statut juridique, puisque la défiscalisation des cotisations des contrats complémentaires, c'est pas pour tous les statuts juridiques. On peut être éligible à la loi Madelin. Donc la loi Madelin, toutes les compagnies, les contrats loi Madelin, toutes les compagnies ne le proposent pas. Donc ceux qui se sont mis sur des garanties loi Madelin vous permettent, comme chez Acoris par exemple, de défiscaliser le coût des contrats quand on est travailleur non salarié. En SAS et sans SU, c'est des contrats spécifiques pour se protéger. Donc, on fait comme un contrat d'entreprise. On peut y inclure les salariés ou pas. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il faut savoir que quand vous avez des salariés, vous aurez les mêmes obligations que votre employeur, notamment de mettre en place la mutuelle d'entreprise obligatoirement et les contrats de prévoyance prévus à la convention collective. Et puis pour la retraite, donc c'est un sujet qu'il faudra aussi évoquer pour regarder comment vous étiez couvert jusque-là, ce que vous avez déjà acquis, projeter votre retraite, hein, c'est très facile à faire, il y a plein d'outils pour le faire, pour justement regarder comment on prépare votre retraite aussi à terme. Voilà, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de sujets c'est plus effectivement, si c'est une information des sujets qu'il faut traiter individuellement parce que chaque personne a fait sa carrière, a un parcours différent, va faire un choix de statut juridique différent, a un environnement familial différent, peut accéder à des contrats par d'autres ou pas. Donc c'est important que vous fassiez le point. C'est surtout important que vous ayez compris avant qu'il y ait un souci de santé la sécurité sociale ne fait pas tout et que donc de votre part, il y aura forcément une démarche pour remettre en place les garanties que vous aviez quand vous étiez salarié et être serein par rapport à ça. Voilà, moi j'ai terminé. Vous avez mes coordonnées normalement qui s'affichent si vous avez bien la même chose que moi. Mon adresse courriel, mon téléphone. Donc je sais que des conférences de l'année dernière, vous avez été nombreux à revenir vers moi pour demander des entretiens individuels. Sachez que je fais des permanences sociales aussi bien au niveau de la chambre de métier que de la chambre de commerce, donc en fonction des métiers que vous allez exercer d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à les solliciter pour être sur les permanences. Et puis après, on peut s'appeler ou voilà, n'hésitez pas pour parler de voilà. Et puis après, je travaille à Metz, donc on peut aussi se voir individuellement. Donc, je pense qu'on va traiter maintenant les questions. Et je donne la main donc à Carole Cuisinier de la CCI qui va me faire la lecture de vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Karine, pour cette belle déjà et claire présentation. Hein. C'est un vaste sujet que la protection sociale et on en aurait encore sûrement à dire. Eh bien, nous avons une première question qui est de Marine. Et Marine vous demande, Karine, eh bien, si on se lance en micro-entreprise, mais qu'avant nous étions sous le statut salarié, faut-il tout de même avoir été affilié pendant 1 an à la sécurité sociale en tant que dirigeant ou est-ce que notre passé de salarié compte? Alors, la question n'est pas suffisamment précise, mais j'entends qu'il s'agit des carences dont j'ai dû parler, où c'est marqué effectivement qu'il faut être affilié depuis au moins 1 an dans les régimes. Donc, je suppose que la question est celle-ci. Alors, effectivement, il faut avoir 1 an, par exemple, pour le régime des travailleurs non salariés, donc c'est le cas en micro-entreprise, pour percevoir des droits. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut en avoir acquis et ensuite qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc, si je suis salarié jusqu'à ce soir et travailleur indépendant demain en date de création, je n'ai donc pas d'interruption entre mes 2 activités. Et cette condition-là d'avoir au moins 1 an d'ancienneté pour avoir des droits à la maternité et aux indemnités journalières va tomber, du coup, parce que je n'ai pas d'interruption. Même chose si vous créez votre entreprise pendant le maintien de droit à Pôle emploi. Pendant que vous êtes en maintien de droit à Pôle emploi, donc indemnisé par Pôle emploi maintient le versement de cotisations sociales, donc maintient vos caisses de retraite, par exemple, aussi bien de base que complémentaires, et toutes les cotisations sociales habituelles. Et donc, du coup, ça maintient bien les droits et ça évite cette rupture. Donc, là où vous seriez plus exposé à cette contrainte, c'est si vous créez après un maintien de droit à Pôle emploi, donc plus de droits, donc plus de cotisations sociales versées dans les caisses. Et là, oui, vous risquez d'être sous la contrainte des 1 an.
Alors, nous avons beaucoup de personnes, Karine, qui vous remercient beaucoup pour votre intervention. C'est gentil, merci. Apparemment, tout était bien clair, mais on a une question d'une personne qui nous demande, pardon, peut-on rester sur le régime social de la complémentaire du conjoint? Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une option intéressante, mais tout dépend de la construction des cotisations du contrat. C'est un peu technique quand on n'est pas dans le métier, je le conçois, mais je vais essayer d'expliquer clairement. Dans ces contrats d'entreprise, les cotisations, l'obligation de l'employeur, pour commencer par là, elle porte sur le salarié, elle ne porte pas sur les ayants droit. Donc un employeur peut très bien dire, je prends en charge 50%, ça c'est l'obligation de la cotisation de mon salarié, mais je ne veux pas prendre en charge la cotisation pour les membres de sa famille. Et donc, du coup, ne va être défiscalisable du côté du salarié que ces 50% à lui. Donc, c'est ce qu'on appelle de la cotisation par adulte, par enfant, en fait. Et donc, s'il veut affilier ses ayants droit, l'employeur peut dire, OK, j'accepte qu'il y a un contrat pour les ayants droit, mais moi, je n'ai pas envie de cotiser pour les ayants droit, ce qu'il a tout à fait le droit, puisque ce n'est pas une obligation. Et donc, dans ce cas-là, l'assureur va faire un contrat facultatif pour permettre aux ayants droit d'être dans ce contrat-là aussi. Mais du coup, dans la fiche de paye, ça va plus, la participation va plus être au niveau des charges, mais après le net imposable. Donc, il n'y aura pas de déduction possible des cotisations pour les ayants droit. Et là, en fonction du choix de statut juridique que vous avez fait, c'est-à-dire tous, sauf micro, qui ne permet rien en réel, donc aucune défiscalisation non plus en réel, ben, il sera sans doute plus judicieux d'ouvrir un contrat loi Madelin en travailleur non salarié ou de mettre en place un contrat d'entreprise pour vous en tant que dirigeant sur la SAS, SASU, pour justement récupérer cette défiscalisation possible de la cotisation. Merci Karine. Une autre question, on nous demande, là plutôt technique, est-ce que cette présentation que vous venez de nous faire sera accessible après la diffusion? Alors oui, bien sûr, elle est accessible puisque en fait, vous pouvez les retrouver ensuite. Toutes les conférences qui vont avoir lieu pendant le salon vont être accessibles sur la chaîne YouTube de la CCI 57. Donc, vous pourrez les regarder, les re-regarder, voilà, il n'y a pas de souci, on vous les met toutes à disposition. Elles sont enregistrées. Et puis, nous avons une question de Loïc. Est-ce qu'il y a, en tant qu'entreprise individuelle, une obligation de souscrire à une mutuelle? Justement pas. Hein, autant un employeur, quand il embauche des salariés, ce qui sera peut-être votre cas, hein, a l'obligation de lui mettre en place une mutuelle obligatoire et les garanties de prévoyance décrites notamment dans la convention collective. Mais vous, en tant que dirigeant, aucune obligation de vous mettre en place une mutuelle. Donc, si vous n'en avez pas, le risque, c'est d'avoir… alors, il y a quand même des risques importants. C'est vrai que quand on est au régime local Alsace-Moselle, on n'est pas trop habitué à ces risques, surtout si on est jeune ou on n'a pas trop de problèmes de santé. Pourquoi? Parce que toutes les hospitalisations sont prises en charge à 100% dans le cadre du régime local Alsace-Moselle, plus prise en charge du forfait journalier hospitalier. Donc, on est quand même assez tranquille au niveau de l'hospitalisation. Au régime général, ce n'est pas le cas. Et quand je deviens travailleur indépendant, par exemple le micro-entrepreneur, le gérant majoritaire de SARL, etc., eh bien là, par contre, mon hospitalisation n'est plus systématiquement à 100%. Je peux très bien avoir une hospitalisation couverte qu'à 80% et avoir en plus le forfait journalier à devoir prendre en charge à l'hôpital. Et vous savez qu'un hôpital, notamment un hôpital public, c'est comme la perception des impôts. Si vous ne payez pas, eh bien, vous allez devoir payer parce qu'ils vont précompter sur votre compte ou vous envoyer un huissier. Hein, donc, c'est une charge importante. Une journée d'hospitalisation en moyenne, 1 500 €. Donc, si vous devez assumer 20% là, du coût d'une hospitalisation parce que la Sécu ne prendra en charge que 80%, vous voyez la trésorerie que ça commence à faire et la facture hospitalière peut être vite importante. Souvent, on voit la complémentaire santé pour l'optique ou les dents. Mais aujourd'hui, avec le 100% santé, c'est déjà moins un sujet puisqu'on est quand même avec le 100% santé sûr de pouvoir de l'optique ou des dents prises en charge quand on a une complémentaire santé, quelle que soit l'option. Le risque en régime général, c'est vraiment l'hospitalisation, c'est ça qui peut coûter très très cher. Mais il n'y a pas d'obligation de vous couvrir en mutuelle, vous, en tant qu'individu. Hein. Aux salariés, c'est différent. On nous pose encore une question. Est-ce qu'il existe, alors là c'est très intéressant parce qu'on pourrait très bien renvoyer cette personne, je pense, sur ta prochaine intervention, Karine. On nous demande, est-ce qu'il existe un forfait mutuel, prévoyance, assurance
et combien en moyenne pour une création en tant qu'entreprise individuelle à responsabilité limitée? Alors, madame, elle a besoin de venir ou monsieur faire un devis parce que là, c'est impossible de vous répondre comme ça parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, sur la prévoyance, il y a en général 5 critères qui vont déterminer le coût d'un contrat maintien de salaire en cas d'arrêt de travail. Le premier, c'est l'âge. Le deuxième, c'est le métier, donc classe de risque. Le troisième, c'est la franchise. Donc, à partir de quel jour on vous indemnise en cas d'arrêt maladie. Donc ça se choisit, il y a plusieurs critères, ça se choisit. Forcément, plus vous acceptez d'être indemnisé tard, moins ça va coûter cher en cotisation, évidemment. Il y a le montant de l'indemnité journalière qui va être versé aussi, hein, qui va, en fonction du revenu qu'il y a à couvrir, donc combien on verse, donc forcément il y a des différences entre chaque personne. Et puis le cinquième critère, c'est le montant du capital d'essai, parce que dans tous ces contrats-là, il y a forcément un capital d'essai. Ces 5 critères vont faire la cotisation. Donc chacun a un devis différent en fait, donc c'est très compliqué. Faire un devis, c'est 5-10 minutes, c'est pas très long. C'est une démarche que vous devrez faire pour savoir justement où vous allez sur ces charges et puis comment ça fonctionne. Alors quand je fais les interventions prévoyance, si vous participez à la conférence de mercredi matin à 10h30, on focus sur la prévoyance. Là au moins vous aurez déjà le sujet de la prévoyance traité, parce que je vous mets un exemple de devis, en fait, pour vous montrer, voilà, sur une personne, un exemple, mais c'est qu'un exemple, ce que ça peut coûter. Donc, on vous invite, Anonymous, à venir mercredi rencontrer de nouveau Karine pour cette visioconférence. Vous êtes les bienvenus. On a Loïc qui vous remercie pour la réponse précédente que vous avez donnée avec la souscription à une mutuelle. À mon avis, vous avez, Karine, été très claire. Tant mieux, j'espère, parce que c'est important pour vous. Donc, on espère être utile. C'est une étape importante dans votre vie. Donc, on essaye de vous aider au mieux pour que justement, il n'y ait pas de fêlure, il n'y ait pas de problème et que tout se passe bien. Moi, j'en profite aussi, Karine, j'ai une petite question du coup à vous poser. Je me dis que si on est un retraité pensionné, quel impact mes nouveaux revenus en tant qu'indépendant peuvent avoir sur ma retraite? Alors, tout dépend si la retraite, elle a été liquidée ou pas. Parce qu'on a tous les cas en fait en retraite. Par exemple, j'ai souvent eu des militaires en reconversion. Donc là, c'est des pensions certes de retraite, mais on n'a pas atteint ni l'âge de la retraite, ni liquidé l'ensemble de ces pensions en fait. Hein. Et donc là, ça peut permettre de refaire des droits dans de nouvelles retraites. Tout dépend aussi du régime dans lequel vous étiez. Par exemple, je m'explique, vous étiez salarié, ce qui est quand même souvent ce qu'on trouve dans le privé. Vous avez cotisé déjà de la retraite de base et à de la retraite complémentaire ARCO. Vous avez liquidé ces 2 pensions, donc et la retraite de base que vous touchez et la retraite complémentaire que vous touchez. Donc la retraite, voilà, vous êtes pensionné. Et vous voulez recréer par exemple une activité micro, c'est des modèles qu'on voit sur les retraités. Eh bien là, effectivement, vous avez liquidé vos pensions, donc vous ne pouvez plus ajouter quoi que ce soit dans ces retraites-là puisqu'elles sont liquidées, versées. Par contre, les retraites complémentaires par points étant différentes en fonction des régimes, ça peut permettre de ne pas cotiser en pure perte, mais de pouvoir se remettre des droits sur de la retraite complémentaire par points travailleurs non salariés. Donc parfois, ça redonne des droits quand même de cotiser alors qu'on a validé, liquidé ses pensions. On a une question de Charles. Charles, je vous salue aussi également, je vois qui vous êtes, qui nous demande, voilà, ma banque BPALC me propose une mutuelle complémentaire pour la création de ma société en cours. Est-ce qu'il doit plutôt privilégier sa banque ou aller plutôt vers une assurance mutuelle professionnelle? Ça le titille un peu, il se pose cette question. Alors, c'est compliqué de vous répondre, j'ai envie de dire, mais c'est pas contre la banque, mais un petit peu chacun son métier. C'est vrai que dans les mutuelles que je représente aujourd'hui chez Acoris, notre cœur de métier, c'est la mutuelle. Notre premier métier, c'est la mutuelle. Je pense qu'on le fait très bien, je pense qu'on le fait avec beaucoup de proximité. On a, nous, par exemple, un réseau de 22 agences. Le conseiller en agence, il est joignable en direct. On peut venir le visiter en direct. Les prestations sont gérées par Acoris. Acoris, c'est une mutuelle régionale, donc toute la gestion est faite en Lorraine. Donc, c'est quand même facilitant. Et c'est vrai que les mutuelles ont énormément de services parce que
leur mode de fonctionnement fait que comme c'est leur cœur de métier, eh bien, elles ont développé énormément de services associés. Donc, je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs, mais quand même, on est quand même très, très bon en mutuelle puisque c'est notre cœur de métier. Demain, si Acoris Mutuelle se mettait sur de la banque à faire, bah forcément, ça serait un sous-métier pour nous et je ne pense pas que j'arriverais à être aussi performante qu'une banque dont c'est le métier historique et principal au quotidien. Donc voilà, ils peuvent avoir de très très bons produits, hein, c'est en comparant. Je pense qu'il faut que vous fassiez, vous, votre propre idée en consultant les deux puisque vous vous posez la question. Donc moi, je vous inviterai à franchir les deux endroits, regarder un petit peu quels sont les services, les organisations et surtout vous poser la question, parce qu'à la limite, sur des prestations santé, on n'est pas trop embêté, mais sur de l'arrêt de travail, voilà, qui c'est qui gère, à qui je m'adresse quand j'ai une difficulté, est-ce que le conseiller me renvoie vers une plateforme téléphonique avec laquelle je dois me débrouiller ou est-ce que j'ai le droit à un interlocuteur sur place? C'est des petites choses comme ça. Vous savez, tant qu'on est en train d'être remboursé pour de la pharmacie, d'hospitalisation encore, c'est pas trop grave. Mais une fois qu'on a des sujets plus importants, bah, d'avoir des interlocuteurs sur place avec lesquels je peux dialoguer et de savoir que les prestations sont gérées sur place, bon, ça peut quand même être intéressant. Donc moi, je vous inviterai à… La seule façon de voir pour vous les différences, c'est de vous rendre d'un côté et de l'autre et de faire vos choix en fonction de vos convictions, de vos valeurs, vos besoins. Voilà. Eh bien voilà, Charles, j'espère que vous avez eu un petit peu, vous êtes rassuré de la réponse que vous a donnée Karine. Eh bien, écoutez, merci Karine pour cette belle et claire présentation. Donc maintenant, nous arrivons au terme donc, de ce webinaire. Et donc, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation active. Alors bien sûr, comme on le disait en début, vous pourrez retrouver donc cette visioconférence sur YouTube, Karine vous l'a dit, sur le YouTube de la Chambre de commerce et de métier et sur le YouTube sur la Chambre de commerce et de l'artisanat et la Chambre d'industrie. Voilà, donc Karine, tu interviens également le 17 novembre, donc à 10h30, sur un sujet d'autant plus intéressant qui est la prévoyance. Et oui, on se posera la question comment garantir ses revenus en cas d'arrêt de travail. Et puis, n'oubliez pas non plus que le Salongo n'est pas fini, d'ailleurs, il ne fait que commencer et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets encore très, très variés. Et puis, bien sûr, rencontrer Karine Mansuy ainsi que l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi 19 novembre dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous retrouvez tout le programme sur salon-go.fr. Il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. À bientôt. Au revoir. Au revoir.